Salut et bienvenue sur Anakaland pour une nouvelle vidéo Avatar. Comme promis, dans cette vidéo, j'ai enfin réussi à mettre un petit peu mes idées au clair. Je vais donc vous présenter mes 5 théories préférées que j'ai pu à peu près trier par ordre, on va dire, d'intensité, d'intérêt. Je vais commencer tout doucement et on va finir sur celle que je trouve la plus intéressante, en tout cas sur le très long terme, puisque je vais clairement pas parler dans cette vidéo uniquement du troisième volet, Fire and Ash, donc Feu et Cendre, qui sort dans moins d'un mois, et évidemment des théories que j'avais déjà évoquées, elles ne sortent pas de nulle part. Si vous me suivez depuis longtemps ou si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos de la playlist Avatar, que je vous mets juste là, vous avez vu que j'ai parfois évoqué certains éléments de théorie sans forcément pouvoir les développer trop. Et donc cette vidéo sera l'occasion de remettre un peu tout ça à plat, en détail, à tête reposée aussi, puisque j'ai pu prendre quelques notes évidemment pour ne rien oublier cette fois-ci, surtout pour ne pas me mélanger les pinceaux comme la dernière fois. Donc j'espère que ces théories vous plairont. Évidemment, partagez-moi vos propres théories, votre avis aussi sur ce que je vais pouvoir dire sur ces 5 théories que je vais pouvoir développer dans cette vidéo. Et puis évidemment, donner de la force à la vidéo, un like, un abonnement, un partage aussi, c'est très important sur vos réseaux sociaux, que vous ayez 4 ou 4000 abonnés, peu importe, ça fait toujours très plaisir. Et 4 personnes peuvent largement suffire à faire la différence parfois sur une petite chaîne comme la mienne, donc n'hésitez surtout pas. Et sur ce, donc on est parti. Avant de commencer à s'attaquer véritablement au peuple des cendres, il faut faire un petit point, même si je pense que vous êtes tous plus ou moins déjà au fait là-dessus, mais ça permettra de remettre tout le monde à niveau. Donc on a eu déjà 2 peuples qui ont été présentés au niveau des Na'vi sur Pandora, à savoir les Omaticaya, le peuple de la forêt, d'où vient notamment Neytiri, qui compte aussi, puisque dans le peuple de la forêt il y a plusieurs clans, on les voit notamment par exemple le peuple des plaines, enfin le clan des plaines pardon, qui est aussi un peuple de la forêt, les chevaucheurs d'Ikran de la côte, tout ça, ça reste le peuple de la forêt. Donc culture de la forêt, on va se concentrer surtout sur les Omaticaya, ceux qu'on connaît évidemment le plus. Donc un peuple qui est extrêmement, et là c'est évident, inspiré des tribus amérindiennes, donc les natifs américains, pour notamment leur spiritualité, ainsi que quelques éléments empruntés à certains peuples d'Afrique, notamment plutôt Afrique de l'Est, avec les peuples dits nilotiques, donc d'Afrique de l'Est. Et on a donc un peuple qui est à la fois, qui chevauche des Ekidjus, donc on est vraiment là pour le coup sur cette image entre guillemets des natifs américains sur leurs chevaux. C'est un peuple qui est très proche de la nature, très proche de Eywa, qui ne fait littéralement qu'un avec son environnement, donc la forêt. Et même sur le côté physique, on a aussi ces parallèles qui peuvent être faits en termes de morphologie entre guillemets, puisque par exemple sur ces peuples donc africains, on peut voir aussi quelques petites notions avec tout ce qui peut être les Maasai, les Nuer, les Dinka aussi, donc tout ça, tous ces peuples évidemment encore une fois d'Afrique de l'Est. Pas tant sur le côté au niveau des costumes et tout ça, on reste très proche des natifs américains, mais il y a quand même un petit peu cette vibe, cette fibre africaine aussi qui apparaît. Ça c'est d'ailleurs une chose qui avait été confirmée par Weta Workshop, qui avait fabriqué notamment la plupart des costumes et tout ça, qui disait qu'effectivement il s'était inspiré donc des tribus amérindiennes natives américaines et de quelques éléments empruntés à ces tribus africaines. Et ici, dernier petit détail tant qu'on est sur la morphologie aussi, est-ce que vous aviez remarqué déjà que dans la famille Sully, donc parmi les 4 enfants, il n'y en a que 2 qui ont 5 doigts, comme les humains. Il y a seulement Kiri, qui elle n'est même pas une enfant proprement parlée des Sully, puisque c'est la fille de l'avatar de Grace. Mais par contre, du côté des enfants biologiques Sully, il n'y a que Loak, puisque Neteyam et Touk ont 3 doigts, enfin 4 doigts pardon, 3 plus le pouce, comme les Na'vi classiques, on va dire, pur jus, pur sang. Donc voilà, donc ça c'est un petit détail aussi qui était intéressant à noter, surtout que ça pourrait être utile pour la suite. Ensuite, on a eu le peuple de l'eau, à savoir spécifiquement le clan du récif, avec les Metkaina, qui eux, clairement, ont une morphologie, même une carnation au niveau de la couleur de leur peau et tout ça, qui est différente de celle des Na'vi qu'on connaissait. Donc là déjà, le deuxième film avait amené un peu plus de profondeur aussi à son lore, en termes d'évolution, en termes de développement d'ethnie et tout ça, puisque c'est un peuple qui a passé peut-être des millénaires à vivre dans la mer et notamment sur les récifs, et donc son corps s'est adapté au fil des générations. Et donc ces Metkaina, on les voit, ils ont la peau plus claire, donc il peut y avoir à la fois ce côté peut-être tanné entre guillemets par le sel. On a aussi, c'est même ce qui est le plus important, les différences morphologiques, vraiment biologiques, où on voit qu'ils ont des bras plus épais, des jambes plus épaisses, une queue aussi plus épaisse, et même un peu effilée, donc pour aider à la nage. Donc tout ça sont des éléments naturels d'une évolution darwinienne, j'ai envie de dire. Et en termes de culture, leur inspiration, elle est clairement, comme je l'avais déjà dit dans ma critique de la voix de l'eau, c'est une inspiration polynésienne, et en particulier maori, qui sont un des peuples polynésiens. Donc les Maoris de Nouvelle-Zélande, notamment,
différents au travers de leurs costumes, déjà une première étape, et surtout aussi par rapport aux tatouages qui sont appliqués sur leur visage, sur leur corps, mais aussi sur les corps des Tulkun. On a aussi droit à un Aka Navi entre guillemets qui lui aussi est inspiré des Maoris, de même que leur maison appelée il me semble Marwis, qui sont donc ces espèces de maisons sur pilotis avec des tentures voilà, très légères, pas des habitations brutes et lourdes. Donc on a aussi une culture très spirituelle qui est associée elle à son environnement, donc plutôt marin. Voilà, donc tout le monde est à peu près au point là-dessus. Et donc pour ce qui est du peuple des cendres, déjà on en a eu quelques extraits évidemment dans les divers trailers qu'on a pu voir depuis l'annonce du film. Et effectivement, on a l'impression, ou en tout cas au premier abord, on pourrait penser que ces Na'vi seraient les mêmes que ceux du clan de la forêt, ce qui est fortement probable, malgré une légère évolution aussi dans leur cas, qui les aurait un petit peu différenciés, mais pas trop non plus justement, par rapport aux Na'vi de la forêt. Puisque déjà, on le sait, c'est un peuple qui a été décrit par James Cameron déjà à l'époque comme un peuple Na'vi plus agressif, qui n'est pas connecté à Eywa, on en a eu la preuve dans les derniers trailers, j'en avais déjà parlé aussi, et surtout un peuple qui vit dans un endroit qui a été purifié entre guillemets par le feu du volcan, puisqu'ils vivent à proximité d'un volcan qui a fait éruption, et donc on voit que leur territoire est aride. Il n'y a littéralement plus rien, plus aucune végétation, ce qui serait déjà le premier élément de leur coupure avec Eywa et donc de leur évolution un peu en parallèle des autres peuples par le fait que n'étant plus connectés à leur mère, qui est quand même un élément très important du lore, a fait qu'ils seront devenus du coup plus agressifs, peut-être un peuple de pillards ou qui ferait des sortes de raids par exemple, et qui pourrait justifier cette première rencontre dans le film, à savoir justement par exemple un petit groupe de guerriers qui irait dans la forêt des Omaticaya ou un autre peuple de la forêt pour chasser sur leurs terres ou ce genre de choses, donc entre guillemets leur voler leurs ressources et se les approprier, mais sans forcément pratiquer ni la culture ni ce genre de choses, ce qui est même étonnant parce que normalement une terre volcanique est censée être extrêmement fertile. Mais bon, mais tout de même en termes de morphologie, j'ai l'impression dans les images qu'on a vues qu'il y a quand même quelques petites différences. Par exemple, là où on avait les Metkayina qui avaient des énormes cages thoraciques presque un peu disproportionnées par rapport aux Na'vi qu'on connaissait, mais là c'était logique, il y avait une notion de respirer sous l'eau longtemps, l'apnée et tout ça, donc des grandes cages thoraciques, ça semblait évident et logique. Et bien là à l'inverse, j'ai vraiment l'impression qu'on a un peuple qui est plus chétif, plus frêle, peut-être avec une ossature moins dense, et donc certes proche des Omaticaya, mais malgré tout un physique plus sec, plus nerveux, qui serait tout simplement la conséquence d'un territoire aride, dans lequel il n'y aurait pas ou peu de ressources pour se nourrir, pour développer du coup en bonne santé, et du coup il serait adapté à un environnement dans lequel il y a peu de ressources, et donc il serait devenu naturellement plus mince, peut-être même plus petit, plus sec, et donc ça justifierait aussi une différence en termes de morphologie à ce niveau-là. Et ensuite, il y a aussi cette notion de peau grisâtre. J'avoue que ça c'est une chose par exemple à l'époque où encore je voyais quelques vidéos théories, notamment en anglais, des vidéos américaines et tout ça, qui parlaient des théories sur les Ash People, donc le peuple des cendres et tout ça. La plupart du temps, c'était juste un Na'vi qui était rouge au lieu d'être bleu. Alors que moi, pour le coup, pourrais aller vérifier par rapport à la date de la vidéo, mais dès le début, dès que cette histoire de peuple des cendres avait été annoncée, j'avais eu cette image pour moi de Kratos, pour ceux qui ont la ref de God of War, de un peuple qui se serait recouvert de cendres pour donner ce côté grisâtre, presque blanchâtre, plus des peintures de guerre rupestres et tout ça rouge. Il se trouve que c'était exactement ça avec les révélations des différents trailers. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette question malgré tout de la peau grisée. Est-ce que c'est soit une pigmentation qui est devenue naturelle, peut-être justement à force d'être dans ce territoire aride, de manquer de vitamine D, de vitamine C, j'en sais rien, et que du coup leur peau se serait décolorée naturellement, ou est-ce que c'est vraiment juste des pigments, des cendres volcaniques qui seraient appliqués sur tout leur corps pour un peu même effacer aussi les marques que les autres Na'vi ont. Vous savez, les marques qui ont notamment l'air d'être phosphorescentes et tout ça quand il fait noir, là on a l'impression qu'il y en a un peu moins sur leur corps. Donc est-ce que ce serait juste pour les camoufler et pour les recouvrir, ou est-ce que vraiment ils auraient perdu même ce côté un peu mystique de leur apparence. Donc pour le coup, je trouve ça encore très intriguant. Et ensuite, il y a évidemment donc ces marques rouges qui évidemment ramènent leur culte du feu, puisque là c'est même évident par rapport à ce qu'on a eu dans les trailers. On voit que Varang, donc la Tsaïk du peuple des cendres, manipule le feu, joue avec le feu comme vraiment un élément magique, là où d'autres utilisent plus le souffle, l'eau, comme on a pu le voir dans les films précédents. Donc voilà, on est vraiment sur une culture du feu. Et c'est justement ce qui m'amène à penser
qu'au niveau des inspirations, certes on a toujours un petit peu ces inspirations africaines de l'Est, notamment Maasai. Je trouve qu'il y a vraiment une iconographie Maasai avec notamment les ossements qu'ils peuvent avoir en décoration sur leur visage, sur leur corps, certaines peintures aussi qui justement font très Maasai, mais il y a aussi ces cultures méso-américaines, donc les Aztèques, les Mayas, ce genre de choses, qui pour le coup avaient peut-être un peu plus d'exubérance dans leur costume et tout, mais malgré tout on a eu quand même des images de Varang notamment, avec un peu cette espèce d'effet de plume ou ce genre de choses au niveau de ses attributs vestimentaires et tout ça. Donc je trouve que ça pourrait coller, surtout que eux ils ont vécu, c'est des peuples qui ont vécu sous la menace et même sous la protection entre guillemets de différents volcans. Donc ça pourrait coller, je trouve, en termes d'ambiance, tout en étant assez proche de ce côté africain qui serait commun plus ou moins à tous les peuples Na'vi classiques, et avec quelques différences qui elles seraient plutôt apportées par ces cultures d'Amérique du Sud. Cette spiritualité axée vraiment autour du feu, de la destruction, de la renaissance, notamment le phénix, tout ça, ça vient en partie de là-bas, toujours tourné autour du feu, et pour le coup je trouve que ça collerait parfaitement bien là-dessus, et notamment par rapport à cette notion de déconnexion avec Eywa, qui je pense sera un élément extrêmement important et même très intéressant en termes de lore, en termes d'évolution aussi du récit par rapport à ce film-là, puisque clairement... leur alliance notamment avec les humains comme on a pu l'imaginer et même l'entreapercevoir, notamment à travers Quaritch, ça pourrait venir effectivement de cette absence de connexion à Eywa pour devenir vraiment des antagonistes même récurrents, je pense, sur peut-être pas ce peuple en particulier, mais en tout cas ces peuples, on va dire, coupés d'Eywa seraient entre guillemets un conglomérat qui formerait les antagonistes finaux de la saga. Et donc je viens de l'aborder rapidement, mais donc le personnage de Quaritch, et donc on passe à la théorie numéro 2. Donc, comme vous le savez, on a vu dans La Voie de l'eau Quaritch revenir sous la forme ressuscitée entre guillemets d'un avatar, dans lequel on avait implanté sa mémoire qui avait été récupérée quelques heures avant le début de la bataille finale du premier film. Et déjà même Stephen Lang, donc son interprète, l'acteur, avait annoncé que Quaritch n'est pas, enfin Quaritch version Na'vi, n'est pas le même homme que le Quaritch humain, le colonel Quaritch qu'on avait connu avant, qui était certes un énorme enfoiré. Lui semble toujours l'être, mais on voit qu'il y a une possibilité d'évolution, et c'est ce qui me fait dire depuis le début que ce personnage aura droit à une rédemption. Après, elle pourra prendre évidemment différentes formes, mais il faut pas oublier qu'en étant un Na'vi, et on l'a déjà vu là, même s'il garde quand même une certaine distance, et on n'a pas tant vu les conséquences, mais il a commencé à se connecter à des créatures, donc il est connecté, ou en tout cas il a la possibilité d'être connecté à Eywa, il a une part de Pandora en lui, donc d'Eywa évidemment, et donc ça pourrait créer, ou en tout cas faire naître une certaine spiritualité chez lui dans la suite, et j'aime bien l'idée au final de me dire que ces deux Quaritch sont vraiment deux esprits, deux âmes différentes avec juste malheureusement les mêmes souvenirs entre guillemets, et que lui a pour le coup une possibilité de rédemption de par le fait déjà qu'il a changé de nature, donc il a la possibilité d'accéder à quelque chose de plus grand que lui, à savoir Eywa, et en plus il y a évidemment la rencontre par rapport à Spider, son fils, qui même s'il n'est pas réellement son fils biologique comme il le dit, malgré tout, il a un peu de l'ADN du Quaritch original, donc ça reste son fils, et puis l'émotion est certes plus importante, c'est aussi ce que le film nous avait montré avec notamment le personnage de Kiri. Et donc à travers toute cette relation, déjà dans le film La Voie de l'eau, on voyait que cette relation était très superficielle, puisque lui n'acceptait pas de le reconnaître comme son fils le détestait littéralement, mais malgré tout, au-delà de cette notion de la nature qui pourrait finir par l'influencer et tout ça, il y a quand même cette notion de, je pense, de culpabilité qui va finir par naître. On l'a déjà vu plus ou moins naître à la fin quand Neytiri avait menacé de tuer Spider, qui lui disait oh je m'en fous, puis finalement il s'en foutait pas tant que ça. Il appelle même à la fin son fils fils. Donc c'est très important, et je pense clairement que la fin de Avatar La Voie de l'eau marque le début de son arc de rédemption, à savoir certes Spider a refusé de se lier à lui, mais il va se passer des choses dans le troisième film qui vont reforger ce lien. J'en parlerai dans l'étape juste après, puisque ça va être, je pense, une des conséquences ou la cause de ce lien et de cette rédemption, ou en tout cas de ce basculement définitif de Quaritch. Mais voilà, Spider sera littéralement, je pense, la clé de son évolution, surtout que, attention pour ceux qui n'ont pas vu les trailers, mais dans un des trailers là, de Fire and Ash, on a vu que Spider allait pouvoir respirer l'air de Pandora. D'ailleurs, chose très intéressante aussi, c'est que les humains ne sont même pas capables, dans l'état actuel des choses, ne sont même pas capables de manger les fruits de Pandora, que ce soit des fruits littéraux, des arbres, des légumes, que ce soit, mais même la viande, la chair des créatures qui vivent sur Pandora n'est pas comestible pour les humains ou au point où on en est.
sauf dans le cas justement à partir du prochain film, au minimum de Spider, puisqu'on voit que Eywa va faire quelque chose à son corps et qu'il va devenir capable de respirer cet air, donc évidemment probablement aussi de pouvoir manger les fruits, les légumes, de pouvoir se nourrir comme un Na'vi au final. Et en plus de ça, on voit que parmi ces dreadlocks, il semble avoir aussi alors je sais pas si Tsaheliu c'est le nom de la connexion ou si c'est le nom aussi de leur queue, mais en tout cas le petit machin qui leur permet notamment de faire crac crac boum boum dans les bois, donc, et de se connecter aussi aux animaux. Donc oui, on le sait, à ce niveau-là, James Cameron a été un peu bizarre, en tout cas ça a beaucoup parlé sur internet, mais en gros on a l'air de dire que Spider aura aussi ça, donc à nouveau il va aussi acquérir, et c'est même peut-être le plus important dans tout ça, la possibilité de se connecter à Eywa, peut-être même de se connecter plus tard à son père pour échanger des souvenirs, ce genre de choses. Donc clairement je pense que Spider sera l'élément clé à la fois de l'évolution de l'histoire par rapport au destin de l'humanité au sens très large des 5 films, mais ne serait-ce que pour la rédemption de son propre père. Surtout que pour terminer, on voit aussi dans les dernières images qui ont été montrées du film, on voit Jake qui a été capturé par Quaritch, mais on sent qu'il n'y a pas tant d'animosité que ça, enfin évidemment il ne l'a pas encore tué, etc. Donc je me dis que au final, ces deux personnages pourraient finir par collaborer, notamment peut-être pour sauver Spider et les enfants de Jake qui seraient pris par ce genre de choses, même si il y a aussi le fait que Quaritch risque d'apprendre un peu les mœurs Na'vi à travers son lien avec le peuple des cendres et tout ça, mais en même temps ils n'ont pas tant de choses à lui apprendre, donc peut-être qu'il va devoir partir d'encore plus loin, il va apprendre d'un peuple qui est déconnecté d'Eywa, mais je pense que Jake sera aussi un élément déclencheur ou en tout cas un moteur à cette rédemption. Donc certes je n'y vois pas un futur héros de la saga, très loin de là, mais plutôt quelque chose comme un anti-héros, comme évidemment c'est la première idée qui me vient en tête, mais comme un Vegeta dans Dragon Ball, en gros un mec qui serait jamais vraiment gentil, mais qui ne serait pas non plus en tout cas le méchant de l'histoire. Surtout qu'il va se passer, je pense, quelque chose de très important dans la théorie numéro 3. Car oui, j'y tiens énormément, vous le savez, j'en parle depuis le début, je suis convaincu que avec ce qui s'est passé déjà dans La Voie de l'eau, pour moi ça annonce clairement la fin de Jake Sully. Certes, on l'a vu, il a évolué, il s'est créé une famille, aujourd'hui il a plus ou moins fait son temps, même si heureusement on va avoir un grand retour en force dans le prochain film, puisqu'on a vu qu'il allait revenir sous son titre de Turuk Makto, puisqu'on voit à nouveau qu'il chevauche Turuk et tout ça, donc là c'est vraiment le sommet absolu de sa gloire, et clairement quoi de mieux pour un héros un peu épique et tragique que de mourir au sommet de sa gloire. Donc moi honnêtement j'ai vraiment des doutes sur le fait qu'il risque de mourir dans ce film là. Pour moi il va mourir à la fin de celui-là ou dans le 4, mais pour moi ce serait vraiment puissant et extrêmement fort que ça se passe dans celui-ci. Donc voilà, encore une fois vous l'avez entendu ici il y a longtemps déjà, mais je le replace là, et surtout que il a dans ce film là il a transmis, il a guidé ses enfants, il leur a permis d'évoluer. Par exemple Loak qui était un petit con qui faisait des conneries et que son grand frère était toujours obligé d'assumer à sa place, il a grandi, surtout qu'en plus son grand frère est mort en grande partie par sa faute, et donc il a un nouveau poids sur les épaules. Surtout qu'en plus dans le deuxième film il exprime que vraiment, c'est au tour de ses enfants, entre guillemets, de reprendre la relève. Je me souviens plus en détail comment il dit ça dans le deuxième film, mais Jake dit clairement que ses enfants devront reprendre la relève. Et ce serait tellement évident aussi du simple fait de pouvoir lancer l'arc narratif ensuite de ses enfants, à travers l'évolution de Kiri, l'évolution de Loak, l'évolution même de Touk, qui pourrait être très intéressante aussi, et puis surtout Neytiri qui se retrouverait seule, surtout qu'elle est déjà enclenchée dans une spirale de la haine et de la colère depuis la mort de Neteyam. Ça pourrait accentuer encore plus les choses, et en plus de ça, c'est une sacrée coïncidence, puisque ça m'amènera à un élément de la 4e théorie, surtout qu'en plus, encore une fois, là on est un peu dans du méta, mais Cameron il aime bien sacrifier ses héros. En vérité, on a Terminator 2 avec le Hasta la Vista, je sais pas quoi, on a Abyss, on a Titanic, il aime bien sacrifier ses héros, et comme je le disais, Jake a dit qu'il devait laisser la place à ses enfants, donc tout colle je trouve plutôt bien. Et pour moi clairement pourquoi ce serait un moment clé que ça arrive à la fin du 3, puisque de toute façon apparemment ça a été dit que là les numéros 3, 4, 5 allaient vraiment être un arc global, même s'il y allait avoir après chaque film avec plus ou moins un début et une fin, même si on peut encore craindre que malheureusement on ait à patienter à chaque fois plusieurs années entre chaque film pour avoir une réelle conclusion à chaque arc narratif. Mais surtout c'est les deux premiers qui semblent être vraiment liés, puisque là il a fait le 2 et le 3 en même temps, donc ça pourrait peut-être créer une espèce de bulle.
sur la période justement du passage de flambeau de Jake et l'évolution des enfants sur ces deux films, et ensuite les deux suivants qui seraient eux concentrés plutôt sur l'arc narratif des enfants. Donc je pense vraiment que ce serait peut-être la meilleure idée, surtout que briser la famille Sully, à la fois émotionnellement et même physiquement, géographiquement, pourrait être aussi très intéressante en termes de narration, avec peut-être d'un côté Kiri qui partirait faire rechercher un peu son destin. On sait que le prochain est censé s'appeler, je crois, le Tulkun Rider, en tout cas le nom, un des noms temporaire, c'était le Tulkun Rider, donc peut-être se concentrer sur l'évolution de Loak de son côté par rapport à sa nouvelle vie auprès du peuple de l'eau, puisqu'on sait aussi que la famille Sully est maintenant officiellement acceptée dans le clan de l'eau, mais peut-être que tous ne le resteront pas. Moi je verrais bien Loak rester du côté du clan de l'eau et les autres peut-être repartir chez les Omaticaya une fois qu'il se passera ce qui se passera à la fin du troisième film. Mais donc clairement je reste convaincu, et je sais que je m'étais fait pas mal insulter à l'époque sur différents réseaux quand j'en avais parlé, mais pour moi je reste convaincu que le troisième film, ou en tout cas la saga, montrera la fin, et je pense au plus tard dans le quatrième, mais ça m'étonnerait qu'ils finissent la saga, la fin du sixième Turuk Makto, à savoir Jake Sully, et pour laisser justement la place à ses enfants pour le combat final, pour Eywa, pour Pandora, pour l'humanité, pour les Na'vi, pour tout ça. Avant ça par contre je pense qu'il y aura un événement très important, et donc ça c'est le sujet de la quatrième théorie. Et donc quatrième théorie, à savoir l'ellipse, qui je pense sera nécessaire pour faire grandir justement cette nouvelle génération et pour poser de nouveaux enjeux encore sur le reste de l'univers. Surtout que comme je le disais, on a eu des informations notamment de Cameron et aussi de John Lando qui parlaient de plusieurs éléments par rapport notamment à la fin de la saga. On sait que justement les films 4 et 5 seront centrés sur la jeune génération. Donc clairement c'est ce qui me fait dire aussi que Jake va mourir vraiment à la fin du troisième film, et pour se centrer sur eux et pas en faire juste un film d'ado et tout ça, il faut qu'ils aient de l'expérience, ils aient du vécu, qu'ils grandissent et potentiellement même qu'ils se créent une véritable vie. Par exemple Loak et Tsireya, donc la fille des chefs du clan du Récif, ils vont bientôt se mettre en couple je pense, et moi je verrais bien justement des métis. Ça pourrait être un moyen aussi de montrer un peu le métissage entre les Na'vi de la forêt et les Na'vi de l'eau. Ça pourrait être un truc sympa, surtout que comme elle le disait aussi Tsireya, c'est que lui il est un Met Kaina maintenant, c'est fait, puisqu'il a fait la symbiose et qu'il a fusionné son âme, entre guillemets, il a une paire d'âmes avec Payakan, donc son Tulkun. Comme je disais, en plus le quatrième film est censé être le Tulkun Rider, donc je pense vraiment que ça va être centré sur lui, qui sera peut-être l'héritier, le prochain chef du clan Met Kaina, un peu comme pouvait l'être Tsute dans le premier film, ou Jake, même s'il était déjà Oloektan au début du deuxième film. Et surtout donc le fait que malgré le fait que eux ils sont génétiquement des Na'vi de la forêt, le fait que aussi son frère fasse maintenant partie de Eywa au niveau de l'endroit où reposent leurs ancêtres, leur arbre des âmes à eux entre guillemets, ils font partie du peuple Metkayina. Donc je pense que tout ceci pourrait être très intéressant à développer à travers justement une ellipse, un peu comme ce qu'on a pu avoir au début du deuxième film, La Voix de l'eau. Et d'un autre côté, alors là c'est peut-être un peu plus spéculatif parce que ce serait vraiment un truc interracial et non plus interethnique, mais Kiri et Spider aussi, puisqu'on voit que les deux ont énormément d'affection l'un pour l'autre. Ça nous tisse possiblement une relation entre les deux, et peut-être qu'eux aussi vont se mettre en couple, peut-être que Kiri et Spider vont partir faire une quête, mais peut-être aussi qu'ils vont juste s'installer, peut-être aussi avoir des enfants. Ce serait intéressant de voir cette idée, même si ça peut être très bizarre. Mais des enfants mi-Na'vi, mi-humains, enfin mi-humains nouvelle génération, à savoir transformés par Eywa, qui peuvent vivre sur Pandora et tout ça. Donc moi je dis pourquoi pas, surtout qu'ils peuvent faire Tsailyu, donc ils peuvent potentiellement se reproduire. Après j'imagine que les Na'vi ne peuvent pas se reproduire avec les Ikran, même s'ils peuvent faire Tsailyu. Donc voilà, on verra au niveau des détails à ce niveau-là. Mais j'aime bien l'idée. Surtout que pour moi, depuis le début, et ça j'en avais déjà parlé aussi, je crois, dans ma review du deuxième film, c'est que Kiri est en fait tout simplement un pont entre les peuples. Elle a été créée, ça on en est presque sûr, c'est même plus une théorie, c'est pour ça que je ne l'ai pas glissé là-dedans, parce que c'est évident pour tout le monde, je pense. Mais Kiri a été créée à travers l'avatar de Grace au moment où elle a été connectée à Eywa vers la fin du premier film. C'est pour ça d'ailleurs que Kiri et Neteyam naissent quasiment en même temps. On peut imaginer que Neteyam a été conçu la première fois que Neytiri et Jake ont fait ça dans la forêt sacrée où ils peuvent communiquer avec leurs ancêtres. Et 2-3 jours après,
ou avant, je me rappelle plus. Bref, Ewa a fécondé l'avatar de Grace pour créer Kiri et donc mettre un peu d'elle. Ça, on en a eu la preuve aussi du fait qu'elle a les pouvoirs. Elle peut communiquer avec Ewa, mais au-delà de ça, elle peut carrément manipuler la nature et tout ça, et possiblement même plus tard les d'autres animaux que juste des poissons qui brillent. Mais donc voilà, donc Ewa en fait a créé tout simplement un pont dans un hybride, puisque les avatars sont déjà des hybrides humains Na'vi, et elle a créé elle-même une hybride qui d'ailleurs a gardé les caractéristiques humaines. Elle n'est pas devenue vraiment 100% entre guillemets Na'vi, elle a toujours ses 5 doigts et tout ça pour marquer une certaine différence, et aussi une proximité avec les deux peuples. Elle est proche des humains parce qu'elle a quelques caractéristiques de eux, et elle est aussi Na'vi et tout ça. Donc pour moi, clairement, c'est vraiment la métaphore du pont. Et le fait d'avoir des enfants avec un humain, ce serait la quintessence, l'aboutissement de cette notion de pont. Surtout qu'on a eu, du coup, comme je le disais là récemment, la preuve que Ewa allait permettre aux humains de se rapprocher des Na'vi sans forcément changer physiquement et tout, à part justement la dreadlocks de Spider qui semble être la même que celle des Na'vi, mais surtout juste pouvoir leur permettre de vivre sur Terre. Et donc là, le rôle de Kiri serait d'autant plus important de créer vraiment ce pont avec les humains qui seraient peut-être potentiellement pas tous, évidemment, mais ceux qui seraient choisis par Ewa ou par Kiri ou par les Na'vi pour cohabiter avec eux et tout ça, puisqu'on a quand même eu cette notion de la fin de la Terre et du coup la fin plus ou moins annoncée de l'espèce humaine dans le deuxième, puisque dans le premier, ils étaient uniquement là pour piller des ressources en bons colons qu'ils étaient, sans aucun respect pour rien, mais là ils viennent carrément pour s'installer à présent sur Pandora. Et du coup, je trouve qu'un des éléments qui pourrait justifier cette ellipse, et qui en même temps a été plus ou moins déjà teasé aussi par notamment John Lando, donc qui était le producteur attitré quasiment de Cameron, qui est malheureusement décédé en 2024, c'est qu'il avait annoncé que oui, tous les humains ne sont pas mauvais, et que Neytiri serait celle qui allait le découvrir entre guillemets en premier, ou en tout cas celle qui apprendrait la leçon en premier, et qu'elle allait devoir le voir par elle-même. Et donc il avait teasé plus ou moins le fait qu'elle finirait par aller sur Terre. C'est aussi ce qui me fait dire que après la mort de Jake, elle va peut-être vriller complètement, elle va vouloir peut-être faire un espèce de sacrifice pour aller tuer des humains, machin et tout, mais elle serait capturée et ramenée captive sur Terre. Et là-bas, elle aurait à constater de ses propres yeux que tous les humains ne sont pas des colons, des capitalistes et des tueurs soldats, machin et compagnie, mais qu'il y a aussi des gens simples qui sont faits d'amour, qui sont faits d'émotions, machin, qui ont des familles et qui ont peur pour leur vie parce que leur monde est en train de mourir. Elle serait peut-être aussi, ça serait, je pense, très intense de comprendre, de la voir comprendre que cette planète est morte et que ce serait potentiellement le destin de Pandora si les méchants remporter la partie, mais en même temps qu'elle prendrait en pitié ces humains qui seraient complètement déconnectés de leur mère, de la nature, et qui pourtant méritent une seconde chance sur Pandora, et qu'ensuite tous reviendraient. Là, ce serait littéralement la fin de l'humanité, enfin la fin de la Terre en tout cas, et que tous les derniers humains rescapés partiraient vraiment l'exode total vers Pandora, et que Neytiri serait également du voyage, du coup captive ou non, et que c'est au terme de son retour, donc ça pour le coup je verrais bien ça peut-être soit à la fin, soit plutôt peut-être la voir se faire capturer dans le quatrième et partir, et ensuite voir toute cette partie où elle est sur Terre, où elle comprend et qu'elle revient dans le cinquième, et ça serait justement la justification peut-être de cette ellipse, puisque pendant que Neytiri part et revient, il faudrait au moins 12 ans, si je dis pas de bêtises, puisque je crois que le voyage dure 6 ans, et donc ces 12 ans d'ellipse, ces 12 ans de voyage, aller-retour de Neytiri serait la justification de l'ellipse pour ses enfants. Donc pour le coup, je trouve que ça colle plutôt bien quand on met tout plus ou moins ensemble. Et j'ai surtout très hâte de voir vraiment cette scission entre les humains qui mériteraient de vivre sur Pandora et tout ça, adoubé en plus par Neytiri, ce serait vraiment le top parce qu'elle les déteste vraiment. On voit que même Spider, même avant que les humains reviennent et tout, elle l'aimait pas parce qu'il était humain, même si c'était le fils de Quaritch. Je suis même pas sûr que ce soit le sujet. Je pense que c'est juste elle l'aime pas parce qu'il est humain. Mais j'aimerais beaucoup voir ce développement justement de prise d'empathie de Neytiri pour les humains. Et donc on en arrive à la théorie numéro 5 qui est justement la théorie des 5 éléments. Donc je vous en avais déjà parlé dans mon analyse critique de La Voix de l'eau, donc juste le 2 jours je crois, ou le lendemain du jour où il était sorti au cinéma. Et c'est vrai que ça m'avait parlé assez vite, et je vous en avais reparlé aussi la dernière fois, sauf que je m'étais embrouillé les pinceaux, mais pas vraiment en fait, puisque dans ma première vidéo, à l'époque du deuxième film, j'avais parlé de l'élément de l'air pour le premier film, puisqu'il y a vraiment ce côté verticalité, je trouve, entre les ikrans, le vol, même les arbres qui sont très hauts et tout ça.
Il y a vraiment cette notion de verticalité, et donc j'aurais bien vu ça en air, feu, eau et terre. Sauf que dans l'Occident, on a tendance plutôt à associer 4 éléments seulement et pas 5. Alors que si on se penche un peu plus du côté du Wuxing, donc la mythologie entre guillemets extrême orientale, donc chinoise et tout ça, même au Japon et tout, on a 5 éléments qui sont mis dans la roue des éléments, et du coup là ça collerait je pense beaucoup plus, puisque du coup le premier film passerait non pas à l'air mais au bois, et ça colle totalement avec le fait que les Zomaticaya soient le peuple de la forêt et non pas le peuple des airs, donc ça collerait totalement. Surtout qu'on a cette notion vraiment dans le bois de la croissance, la nature, la forêt, donc la nature vivante littéralement, donc ça collerait parfaitement je trouve finalement au premier film. Ensuite on a la notion l'élément de l'eau pour le deuxième film, donc là c'est dans le titre et c'est évident, hein, ils sont dans la flotte la moitié du film, 90% du film même, j'ai envie de dire. Et là, ça a plutôt une symbolique de transformation, de fluidité, de renaissance, de passage du temps, etc. Donc là, ça colle à nouveau parfaitement avec la thématique du deuxième film, le passage de flambeau, la nouvelle génération qui prend vie, qui prend racine, le fait que Neteyam soit mort et rejoint donc le passage du temps, etc. Et cette notion donc de fluidité du temps, les choses qui passent, les événements qui ne peuvent pas être arrêtés quoi qu'il arrive, puisque les humains sont là maintenant et il faudra faire avec, il faudra trouver un moyen en tout cas de faire avec, c'est ce que déjà le deuxième film tentait de nous faire comprendre. Ensuite, on a le troisième film qui arrive bientôt, donc qui est celui du feu, c'est à nouveau une fois dans le titre, je pense que tous au final auront quelque chose dans le titre, peut-être pas le dernier, mais en tout cas je pense qu'ils auront tous leur élément dans le titre ou pas loin. Donc là on va faire la connaissance donc du peuple des cendres lié au feu, qui a une vénération pour le feu et tout ça, et qui a perdu son lien avec Eywa parce que le volcan a brûlé leur territoire, et donc les plantes, et donc leur capacité, leur possibilité à faire le lien avec Eywa. Je suis même pas sûr, mais il me semble que non, on les a même pas vus par exemple chevaucher des Ekidyus et tout, donc même la nature en elle-même, les animaux, le lien a été coupé, rompu, ou en tout cas fortement diminué. Et là clairement on est sur une thématique de destruction et de possiblement purification par le feu, donc ça pourrait aussi coller, ça pourrait aussi permettre de faire le lien avec, comme je le disais, déjà la guerre, qui est clairement associé aussi à l'élément du feu avec la destruction et tout ça, mais surtout par rapport à la purification et tout ça, j'y verrais aussi justement un lien avec la mort de Jake, puisque si il disparaissait, ce serait une forme de disparition, de purification, je sais pas comment dire, de destruction du mythe de Jake, de Turok Makto, pour laisser la place à quelque chose de mieux derrière, mais dans le sens plutôt positif, justement, comme je faisais le lien tout à l'heure par rapport au volcan, c'est que quand un volcan brûle une forêt, par exemple, lors de son éruption, juste après, la nature revit, parce que le volcan, et notamment les roches volcaniques et tout ça, sont très riches en minéraux, j'en sais rien, enfin bref, ça fertilise beaucoup les sols, et ça crée des végétations luxuriantes. On peut le voir notamment sur de nombreuses îles volcaniques encore aujourd'hui sur notre planète. Leur végétation est très luxuriante grâce notamment à la richesse de leur sol par l'activité des volcans. Donc voilà, jusque là je pense que les 3 premiers films on est à peu près d'accord. Je sais que sur le côté herbois, même moi j'ai mis du temps avant de vraiment me fixer une idée, mais c'est vrai que l'idée du Wuxing fonctionne tellement mieux que celle de notre vision plus occidentale des 5 éléments, ou en tout cas des 4 éléments plus 1, même si j'aurais eu très envie aussi de faire le lien avec le film, justement le 5e élément, et mettre la vie, et donc possiblement Eywa en toute dernière position, ça aurait pu être effectivement fonctionné, mais je trouve que la philosophie derrière le Wuxing fonctionne beaucoup mieux. Et donc ensuite pour les 2 derniers films, il nous resterait les éléments de la terre et du métal. Après, à voir dans quel sens ça se goupillerait, je pense que la logique voudrait que le métal vienne avant la terre, mais du coup le métal pourrait correspondre effectivement à la technologie humaine, hein, tout simplement, puisque d'ailleurs le métal n'est pas utilisé par les navis, c'est même presque prohibé, le métal n'est vraiment pas un élément qu'ils maîtrisent, ni même qu'ils utilisent, ni même qu'ils tolèrent en général. En tout cas, c'est des choses qu'on peut plus ou moins entendre et comprendre, surtout même dans le jeu vidéo. Et surtout que ça pourrait aussi faire le lien avec, au-delà de la guerre, des installations humaines sur Terre, enfin sur Pandora, pardon, ça pourrait faire le lien avec le voyage spatial auquel Neytiri est possiblement destiné. Et le fait d'être enfermé dans une boîte de métal qui vole dans l'espace et de ne pas pouvoir s'en échapper et tout ça, ça pourrait être, je trouve, un bon moyen de mettre cet élément au centre de la thématique, de par la perception pour une fois de Neytiri et non plus de Jake ou de ses enfants. Et même un peu plus loin, je trouve que ça pourrait aussi amener à cette notion de ce que l'humanité, pour s'adapter à Pandora et vivre sur Pandora et être accepté sur Pandora, devrait
se débarrasser, abandonner. Donc en gros, plus ou moins abandonner sa technologie. Peut-être pas tout, mais au moins les technologies les plus abrasives, les plus destructrices, pour justement pouvoir s'intégrer sur une planète dans laquelle il y a littéralement un cycle de vie où on ne consomme pas pour consommer, on ne tue pas pour tuer, comme horrible avec justement les Tulkun, où ils tuent des créatures de plusieurs dizaines de tonnes pour prendre 1,5 litre ou 1 litre d'un liquide qui empêche les bourges de vieillir, voilà, enfin bref, c'est vraiment la quintessence de la chasse inutile, du braconnage même, j'ai presque envie de dire, comme à l'époque où les bisons étaient chassés pour juste leurs cornes et qu'après on laissait leurs cadavres pourrir au soleil. Donc il y a vraiment ce côté irrespect de la nature, donc je pense que le métal pourrait être vraiment la symbolique de ce que l'humanité doit abandonner pour retrouver sa mère, son lien avec la nature, la spiritualité aussi et tout ça. Et donc, je trouve qu'encore une fois, si c'est à peu près comme ça que ça se goupille, le métal marcherait mieux en 4e film qu'en dernier. Ce serait dommage de finir là-dessus, je pense. Il vaut mieux finir sur quelque chose de plus positif, même poétique, entre guillemets. Donc, voyage spatial, technologie humaine, etc. Et même la symbolique de la coupe. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout, encore plus loin, j'y pense comme ça, mais c'est vrai que le métal, c'est aussi un symbole de trancher quelque chose et tout. Donc, ça pourrait encore une fois symboliser ce dont l'humanité doit se délester pour pouvoir avancer d'une manière différente et peut-être justement aller dans le bon sens de l'évolution, parce que bon, c'est vrai que dans ce film-là et même dans beaucoup, même quasiment la totalité des trucs de science-fiction, on voit que l'humanité avance pas forcément dans le bon sens à travers sa technologie, sa soif de consommation, de tout ça, où on a plutôt tendance à détruire notre environnement, à se détacher de toute spiritualité et tout ça pour quelque chose de très pragmatique et de très inhumain au final. Donc voilà. Et du coup, ça permettrait d'arriver sur le 5e film, qui serait donc celui de la Terre. Là, en plus, ça pourrait faire le jeu de mots entre la Terre, la planète, la nôtre, qui est en train de mourir dans la saga, sur laquelle possiblement pourrait se retrouver Neytiri, et donc assister à la mort de cette Terre. Et ensuite, l'humanité qui arriverait sur Pandora, qui serait leur nouvelle Terre, mais là, la Terre, l'élément duquel est né justement Eywa, la matrice. On ne sait pas trop comment elle fonctionne, on aura peut-être justement des infos, puisqu'il me semble que le dernier film est censé s'appeler, ou en tout cas dans le titre provisoire lui aussi, The Quest for Eywa, donc la quête de Eywa, du coup dans laquelle je verrais vraiment bien Kiri peut-être partir seul ou accompagné, mais pour rechercher vraiment le cœur de Eywa, quelque chose comme ça, un élément vraiment dans lequel, encore plus puissant que l'arbre des âmes, que ce soit celui des Omaticaya ou celui des Metkayina ou d'autres. C'est vraiment un lieu, peut-être l'épicentre, le noyau central de Eywa, dans lequel vraiment on pourrait la contacter, elle pourrait donner entre guillemets certaines bénédictions, certaines instructions, ce genre de choses. Donc vraiment je trouve que ça fonctionnerait très bien. Et puis on a aussi cette notion d'enracinement qui est liée à l'élément de la terre évidemment, même s'il pourrait aussi être lié à celui du bois, mais ça ferait en même temps une jolie boucle. C'est cette humanité qui devrait se réenraciner ailleurs, mais accepter quelque chose de nouveau, quelque chose duquel la vie pourrait renaître d'une façon différente et tout ça. Donc vraiment pour moi ce serait vraiment ça l'ordre idéal entre guillemets pour l'instant, en tout cas de ce qu'on en a vu, à savoir donc bois, eau, feu, métal, et ensuite évidemment la terre qui symboliserait vraiment un peu au côté Gaïa, un petit peu si on va emprunter chez les Grecs, qui serait l'équivalent d'Eywa, donc la mère nourricière, la mère créatrice. Et c'est pas pour rien que Gaïa soit souvent associée à l'élément de la Terre, à même la planète en général, et que là Eywa soit plus ou moins une Gaïa de Pandora. Donc voilà, je trouve que vraiment cette structure cachée, entre guillemets, même si elle l'est de moins en moins, surtout que c'est vraiment dans le titre à chaque fois l'élément, donc c'est de moins en moins caché, mais je trouve que ça crée un certain fil rouge et ça pourrait refléter effectivement la philosophie que veut transmettre James Cameron à travers sa saga, et je trouve que ça fonctionnerait très très bien. Et justement le fait que le bois ne soit pas forcément énoncé dans le premier film, ça pourrait, alors c'est pas une théorie mais on va le mettre en bonus, mais ça pourrait tout simplement être lié au fait que à la base le film était censé être un film unique. Et c'est après qu'il a envisagé de vraiment développer son univers, de le faire en 4 films supplémentaires pour développer justement tout ça. D'ailleurs, le nombre de films supplémentaires a changé plusieurs fois. Donc est-ce que c'est pas aussi grâce à cette notion du Wuxing qui s'est dit finalement 2 de plus ce serait pas suffisant pour aller vraiment au bout de ce que je veux faire et qu'il en faudrait 4 de plus et tout ça. Donc est-ce que tout ceci serait lié à la raison pour laquelle il a voulu en faire 5 en tout, ou est-ce qu'à l'inverse il en a fait 5 et il s'est dit tiens ça collerait bien, coïncidence? Je pense pas, mais possiblement. Et surtout ça explique aussi, là je parle à ceux qui justement ont un peu du mal avec la structure notamment du deuxième film, la narration dans le deuxième film, ça explique aussi pourquoi le deuxième film est un peu plus lent. Déjà certes parce que l'élément de l'eau est plus un élément qui prend son temps, contrairement au feu par exemple, qui est quelque chose de très actif, de très calorique. Mais je pense que c'est aussi la raison pour laquelle dans le deuxième film il a voulu en refaire presque une nouvelle
introduction à l'univers et que les choses sont un peu lentes dans leur narration, dans certains éléments, notamment la première heure du film, même si moi je le trouve extrêmement palpitant et brillant, surtout en termes d'émotion à ce niveau-là. Donc voilà mes 5 théories entre guillemets, plutôt en vérité, on pourra en faire une théorie globale sur l'évolution de la franchise à ce niveau-là. Donc n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé. Évidemment, j'ai beaucoup parlé, mais maintenant vous me connaissez, je suis un grand bavard et quand je parle de sujets que j'apprécie et qui me passionnent, je parle et je suis même obligé de m'empêcher de trop parler. Donc dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également que vous êtes aussi impatient que moi de voir le prochain film. Pour le coup, la semaine prochaine, si tout va bien, si j'arrive à m'en sortir au niveau du montage, j'aimerais faire quelque chose de un petit peu correct pour cette vidéo-là. J'ai prévu une vidéo analyse, récap, mais un peu comme je faisais à l'époque, notamment j'avais fait cet exercice notamment avec la planète des singes par rapport aux 3 films sur César, qui avait plutôt bien fonctionné en plus, mais voilà, j'aimerais vraiment faire une sorte de récap analytique, et en plus de ça, petit bonus par rapport à cet univers-là, faire aussi y insérer du vocabulaire, du lore et tout ça, pour aussi que tout le monde soit bien à jour avant de voir le prochain film. Donc j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que je réussirai à la finir à temps pour la semaine prochaine. Petite info aussi pour ceux que ça pourrait intéresser, donc le week-end prochain je serai à TGS, à Toulouse, Toulouse Game Show. Donc n'hésitez pas, si vous me croisez dans une allée ou sur un stand ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me saluer, ça serait intéressant de dire bonjour, de rencontrer un abonné IRL pour la première fois, ce serait drôle. En tout cas un abonné que je ne connais pas déjà IRL. Mais donc voilà, n'hésitez pas, et donc comme je vous l'ai dit, j'espère que cette vidéo sera finie dans les temps, sinon au pire elle sortira peut-être avec un peu de retard, mais je croise les doigts. N'hésitez pas à mettre vos encouragements dans les commentaires, ça motivera peut-être à faire du montage un peu plus rapide, parce que comme vous le savez, j'aime pas trop ça. Mais voilà, donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois et surtout qu'elle vous a plu, et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.